Bonjour à toutes et à tous. Au nom de tout l'équipage Periscope, je vous remercie de vous être inscrit à notre programme Reboot et de participer ce matin à ce webinaire. Performance UX, 10 conseils pour adapter son écosystème UX-UI. Je m'appelle Nicolas Robillon et je suis expert UX à l'agence Periscope. Nous allons donc voir aujourd'hui 10 conseils UX, UI aussi. Donc dans l'ensemble des 10 conseils, nous aurons à la fois des conseils en tant que tels, des points de vigilance, mais aussi quelques points, nous allons commencer par quelques points pour décrire un peu ce qu'est l'UX, histoire que l'on parte tous sur le même langage. Alors c'est parti. Conseil numéro 1, ne pas confondre UX et UI. Alors c'est un problème que l'on voit souvent. Un problème, c'est pas vraiment un problème, mais disons que on confond souvent les deux termes. Donc je vais vous éclairer sur ces deux termes via un exemple. Vu qu'une image parle plus que 1000 mots, donc voici donc deux bouteilles de ketchup que vous devez tous connaître. Donc on va s'intéresser sur les différences entre ces deux bouteilles. La première bouteille, en verre, la bouteille emblématique de la marque, donc fait une vraie application de la charte de marque. Elle reprend les couleurs, reprend les formes, les typographies, tout ce qui va bien. Le problème, c'est qu'à l'utilisation, elle est peu pratique. Le risque de verser trop de produits, donc on a tous vécu cette partie-là, en tout cas pour ceux qui mettent du ketchup sur leurs pâtes. Toutes mes excuses pour ceux qui détestent ça. Donc, on a tous vécu ça, on a préparé un super plat de pâtes, les pâtes sont parfaitement cuites, on est super content de soi, en plus on a super faim, on commence à se mettre à table, on dit on va mettre un petit peu de ketchup pour agrémenter un peu tout ça. Là, on retourne la bouteille, parce que bien sûr le ketchup est resté en fond de la bouteille, on commence à tapoter, rien vient, et là tout d'un coup, là, tout le ketchup est dans l'assiette. Donc là, on était parti avec un état émotionnel qui était déjà super haut, on était super bien, on était super positif. Et là, tout est annulé, on retombe dans un état émotionnel super déçu. Et on se retrouve à éliminer le ketchup avec la fourchette, ce qui n'est pas forcément super pratique. Donc là, on est super déçu. Si on prend la seconde bouteille, elle est moins esthétique, certes, mais permet d'avoir une valve anti-écoulement, donc ce qui va éviter notre problème de tout le ketchup dans les pâtes. Il sera plus facile de doser le produit, à l'utiliser et à le terminer. Donc tout le reste du ketchup ne restera pas au fond, vu que la tête est tournée vers le bas. De plus, elle est en plastique, donc résistante au choc, et contrairement à la bouteille en verre, ne se cassera pas si des fois on l'échappe. Le point que je veux vous mettre en évidence ici, c'est que la création de la deuxième bouteille ne s'est pas faite avec une personne dans le coin de son bureau en train de réfléchir. L'idée, c'est de se dire, on a observé un utilisateur en train de préparer son super plat de pâtes ou autre chose, et tout d'un coup, on voit qu'il y a des problèmes qui arrivent dans le parcours, dans l'utilisation de ce produit-là. Et on retrouve donc à la fin, donc du premier scénario que je vous ai montré, l'image de marque est relativement pas ternie, mais on a quand même quelque chose d'assez négatif qui s'associe à la marque néanmoins. L'idée, c'est d'observer justement le comportement des utilisateurs avec le produit, et donc de trouver tous les leviers qui vont faire qu'on va arriver à compenser et à arrêter tous les problèmes qu'on a sur le premier produit. Deuxième chose, c'est aussi, au moment de verser le ketchup, c'est aussi de savoir que l'utilisateur sache ce qui va se produire quand il va utiliser le produit. Dans le premier cas, c'est très aléatoire. Dans le deuxième cas, grâce à la valve, ça va être très précis. Donc l'utilisateur va savoir à l'avance ce qui va se passer. Et j'insiste sur ce point-là, c'est très important. Quand vous êtes sur un site web, vous ne voulez pas vous retrouver sur une page que vous n'avez pas désirée. Donc un bouton doit exprimer clairement le lieu où vous allez vous retrouver après avoir cliqué, ou l'action qui va être exécutée après avoir cliqué. L'idée, c'est par exemple, vous êtes sur votre téléphone mobile, vous êtes à la campagne, il y a peu de réseau, vous êtes pressé et vous cherchez un item, votre route peut-être tout simplement, et vous cliquez à un endroit et vous redirige vers une autre page. Vous avez déjà mis beaucoup de temps à charger la première page, et vous êtes en plus redirigé vers une autre page qui met du temps, vous devez revenir à la première, donc c'est une perte de temps, et du coup on génère de l'émotionnel. Donc je vais y revenir, il y a beaucoup d'émotionnel en UX, un état émotionnel qui ne sera pas bon, et donc qui va
influencer la relation que va avoir les utilisateurs avec votre marque. Conseil numéro 2, ne pas confondre UX et ergonomie. Souvent, les deux sont liés, on ne va pas le nier. Et souvent, en UX, on utilise des principes d'ergonomie, très souvent même. Mais l'UX ne se limite pas à ça. L'ergonomie doit rendre les choses facilement utilisables et manipulables. Donc, on a l'ergonomie, tout le monde connaît l'ergonomie du travail, être à son bureau, pouvoir faire le travail sans effort. En informatique, ça va être de pouvoir exécuter une fonctionnalité sans effort. C'est-à-dire, on demande un travail, ce travail peut se faire facilement. L'UX design agit à un niveau plus global. L'ergonomie est technique et scientifique, alors que l'UX est scientifique et émotionnel. Donc, on inclut de l'émotionnel. Parce qu'on est sur du design émotionnel, on va intégrer des sciences cognitives. Par exemple, payer facilement, c'est de l'ergonomie. Je dois payer, je paye. On a une fonctionnalité, on rend la fonctionnalité. Et pouvoir payer avec tout un tas de moyens différents, ça c'est de l'UX. Et ça, on le sait en s'intéressant à nos utilisateurs. Donc, on peut très bien dire, moi, je vais dire que j'accepte que les espèces. Oui, mais est-ce que les utilisateurs, quand ils vont venir, auront que des espèces? Par exemple, je suis, je sais pas, à un festival, j'ai un petit endroit où ils font des churros, il y a une grande file, et là, moi, j'ai que ma carte, mais je ne me pose pas la question. Et j'arrive devant le stand, et il y a que, ils ne prennent pas les cartes, que les espèces. Du coup, mon état émotionnel va chuter. Et je ne serai pas content. Alors qu'en le préparant à l'avance, au minimum, en étudiant ce point-là, on aurait pu savoir donner l'information qu'il n'y a que l'espèce qui est autorisée. Et dans le meilleur des cas, c'est savoir que oui, effectivement, il va falloir que je prévoie plusieurs moyens de paiement pour faire en sorte que toute l'expérience de l'utilisateur se passe bien. Autre exemple, je réserve un taxi. Le fait de pouvoir réserver un taxi, okay, c'est de l'ergonomie, réserver facilement. J'accède facilement à la réservation. Tout se passe bien, c'est simple, etc. Mais on peut aller plus loin que ça et savoir combien je vais payer à l'avance. Et ça, c'est de l'UX. Parce que je peux avoir un budget à gérer, je peux ne pas avoir beaucoup de monnaie, etc. Donc l'idée, c'est vraiment ça. La différence entre l'ergonomie et l'UX, c'est l'état émotionnel de la personne notamment, et ne pas s'occuper que de la partie est-ce que le travail qu'on me demande est fait. C'est aller au-delà et faire en sorte que on réponde à tous les besoins qui sont propres à l'utilisateur. Donc l'idée, c'est pas juste de dire voilà mon cahier des charges, voilà mes fonctionnalités, mais c'est de se préoccuper d'abord du besoin des utilisateurs pour lui offrir en priorité les fonctionnalités dont il va avoir besoin pour faire ce que lui, ce qu'il est venu faire ici et en prenant contact avec la marque. Conseil numéro 3. Les bonnes pratiques UX pour sa plateforme e-commerce. Alors là, c'est plutôt, on va rentrer dans le vif du sujet, quelques petits tips que je peux vous donner. Donc, pour une plateforme e-commerce, l'idée, c'est toujours rassurer l'utilisateur. Donc, des éléments de réassurance, des avis clients, des labels, du HTTPS pour montrer qu'on est sécurisé, du live chat, au cas où l'utilisateur soit un peu perdu. On a mettre en avant la fonctionnalité de recherche, parce qu'on sait qu'une bonne zone de recherche, ça booste vraiment les ventes. Donc l'idée, c'est de ne pas cacher la zone de recherche dans une petite icône. C'est bien d'afficher le champ de recherche en tant que tel et qu'il soit bien visible. Mettre en place de l'interaction avec l'internaute. Donc c'est toujours un site qui est vivant, va toujours avoir beaucoup plus d'attrait. L'idée, c'est par exemple de pouvoir donner une note à un produit, poser des questions, partager. Donc l'idée de communauté peut beaucoup fonctionner aussi. Et l'idée, si je viens sur un site et que je vois qu'il y a beaucoup de commentaires, je vais dire que le site il brasse beaucoup déjà de population et que les gens viennent donner leur avis. Donc c'est quelque chose qui vit, donc c'est quelque chose qui est assez rassurant. D'optimiser le tunnel d'achat. Donc le paiement en un clic est toujours très intéressant. Si j'ai pas envie de remplir mon panier, je sais ce que je veux sur le site, je viens, j'achète, et je passe directement au tunnel d'achat.
La commande compte invité, ça c'est super important. Amazon l'avait fait et ils ont redesigné un seul bouton et c'était celui-là. Ils ont gagné de mémoire 300 millions d'euros en un an avec le redesign d'un seul bouton. Et ce bouton, c'était celui-là. La commande compte invité. Donc l'idée, c'est de dire, vous avez tous vécu ça, vous arrivez sur un site que vous ne connaissez pas, vous avez juste un produit qui vous intéresse, mais vous n'avez pas envie de créer de compte. Vous avez juste envie d'acheter de l'achat, parce que vous savez que potentiellement, vous ne reviendrez jamais sur ce site-là. C'est un peu pareil avec les cartes de fidélité. Et donc, Amazon s'est dit, à ce moment-là, en observant le parcours des utilisateurs, à ce moment-là, on perd des clients à ce moment-là parce qu'on force les gens à créer un compte avant de pouvoir passer à la commande. Donc, ils ont ajouté ce bouton commande compte invité. Et c'est ce qui a permis ce gros gain. Alors, si vous consultez, je crois qu'aujourd'hui, ils l'ont supprimé, ce point-là. Ça s'explique par plein de façons. Une idée, une piste là-dessus, c'est que leur objectif n'est plus le même et que la plupart des gens ont aujourd'hui un compte Amazon et que leur base client est suffisamment importante et leur objectif est de simplifier l'accès à la partie compte. C'est une piste. Création de compte via Facebook, donc ça c'est un accès, j'ai un compte Facebook, je peux l'utiliser, et aussi le paiement en plusieurs fois en ligne, qui est quelque chose d'assez pratique. L'idée c'est aussi de proposer du brand content, d'ajouter de l'utile, du divertissant, de rendre un peu le site ludique, de rendre quelque chose de vivant et de sympathique. De mettre en valeur le produit, donc bien sûr des grands visuels de qualité. Donc là, on rejoint aussi le rassurer l'utilisateur parce que si on se retrouve sur un site avec des vidéos, des images qui sont pixelisées ou de mauvaise qualité, avec des textes avec une mauvaise orthographe, on va se dire c'est quoi ce site? Donc on va pas forcément être rassuré, on va pas forcément acheter parce qu'on va être sur une émotion qui va être plutôt de la peur et l'émotion peur est plutôt sur quelque chose de la retenue. Elle est à l'inverse de l'émotion plutôt dans la colère, qui, elle, va induire une action. Donc, on va ajouter aussi de la vidéo pour mettre en valeur le produit, des zooms pour pouvoir voir le produit plus en détail, plusieurs vues. Ce qui marche pas mal aussi, c'est la vue en contexte, c'est-à-dire, par exemple, si j'ai une montre, de voir la montre sur le bras d'une personne, au poignet d'une personne. Voilà ce genre de choses. Conseil numéro 4. Des bonnes pratiques UX pour son interface mobile. Alors ici, nous allons, comme vous connaissez certainement, vous avez très certainement entendu le terme mobile first, concevoir mobile first. Donc pour aider le mobile, ça paraît assez évident. Alors je mettrai quand même une petite remarque à ce niveau-là. Concevoir mobile first, c'est très bien, mais il faut savoir pourquoi on le fait. Comme toujours, vous demandez à un UX designer une information, généralement il va vous dire ça dépend. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque solution proposée dépend du contexte. Là, par exemple, le créer du mobile first, c'est très bien. Parce qu'on sait qu'on peut toucher les devices mobiles, qui sont enfin, pas plus qu'en pleine expansion, maintenant c'est devenu assez énorme. Mais l'idée, c'est de savoir pourquoi on le fait. Si on fait le fait de faire du design sur mobile, en premier, c'est pour se dire on a moins de place que sur PC, donc on va se concentrer sur le contenu. La clé, elle est bien là, en fait. C'est de se dire, je me concentre d'abord sur le contenu, et après, je fais mon site. Donc, en fait, si je devais dire concevoir mobile first, je dirais plutôt content first, le contenu d'abord. Comme le dit Jeffrey Zeldman, qui est un web designer que j'aime beaucoup, du design sans contenu, ce n'est que de la décoration. Et quand j'entends le terme design, bien sûr, ce n'est pas le terme, comment dire, esthétique ou chic, comme on voit beaucoup, c'est vraiment le terme conception. La vraie définition de design, c'est de la conception UX. Rendre accessibles directement les fonctions principales, donc bien sûr, il faut qu'on trouve facilement les éléments, même si ça, c'est pas spécialement prévu sur mobile, mais vu que sur mobile, on a moins de place, il faut vraiment bien penser l'agencement de nos boutons et on va vraiment s'attarder sur les zones qui sont accessibles à l'écran, parce que évidemment, si vous êtes droitier ou gaucher, les zones ne vont pas être les mêmes. Si vous êtes droitier, les zones d'accès, si vous avez un téléphone, par exemple un type iPhone 5, vous allez voir que la zone d'accès est souvent en haut, votre panier est souvent en haut à droite parce qu'elle est accessible, ou votre navigation en haut tout en bas, parce que c'est les zones où ils sont le plus accessibles sur un type iPhone 5
c'est-à-dire avec un écran qui n'est pas très haut. Mais si vous avez un écran qui est assez grand, qui est beaucoup plus large, vous allez voir que cette règle ne s'applique plus forcément. Donc, il va vraiment falloir, parce qu'il va falloir étirer le pouce jusqu'en haut, et l'utilisation des devices va énormément changer en fonction de l'évolution de la technologie. Aujourd'hui, on a des écrans en plus qui sont pliables, il y a de nouveaux écrans qui arrivent. Donc, bien faire attention à tous ces supports-là, qui deviennent vraiment la vraie complexité, le vrai challenge de demain, c'est de pouvoir gérer en fait l'interaction de l'utilisateur avec le système via tous les points de contact avec la marque, tous les devices. Faire attention à la taille des boutons. On met 44 pixels minimum. Je crois que c'est ce qu'utilise Google. C'est 44 ou 48 sur le Material Design. 44 pixels, pourquoi? En fait, ça correspond à, je crois de mémoire, 1 cm carré sur l'écran. C'est-à-dire, c'est la taille du pouce, en fait, sur la zone de contact du pouce sur l'écran. Donc, vous comprenez bien que si vous mettez des tout petits boutons, par exemple des petits radio-boutons, et vous les mettez tous l'un en dessous de l'autre, vous ne respectez pas cette zone-là, vous avez toutes les chances de cliquer à côté, ou sur un menu de navigation. On l'a tous vécu, où on clique en fait sur l'élément du dessus, alors qu'on était sur l'élément juste en dessous. Et donc ça, encore une fois, c'est quelque chose d'assez perturbant, et ça peut paraître assez, assez simple et assez évident, mais en fait, je vous garantis que quand vous avez plusieurs petits points comme ça qui s'accumulent, quand on parle de notre zone émotionnelle, l'émotionnelle, elle va chuter, chuter, chuter. Et au bout d'un moment, quand on arrive à un certain seuil d'exaspération, on a tendance à quitter le site, à plus y revenir. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de concurrence que les utilisateurs ont très vite fait d'aller voir ailleurs. En plus, ils ont peu de temps d'attention. Donc, il faut aller très vite et il faut être très performant. Donc, tous ces petits points-là sont vraiment vitaux. En fait. Optimiser le poids des pages. Raccourcir les formulaires et demander l'essentiel. Donc, en plus, on est aujourd'hui sur du Privacy by Design. Donc, on se concentre dès la conception à réfléchir à vraiment ce qui est utile pour l'utilisateur et ne pas lui demander des choses qui sont inutiles. Donc, par exemple, aujourd'hui, en 2020, bientôt 2021, on évite d'utiliser des astérix partout pour dire ces champs sont obligatoires. Parce que par nature, par conception, on ne demande que les champs qui sont vitaux aux utilisateurs. Donc, il est inutile de mettre un astérix partout. En revanche, ce que l'on va faire, c'est que s'il y a vraiment un champ qui n'est pas obligatoire, mais que l'on souhaite que l'utilisateur remplisse, en lui expliquant bien sûr la valeur ajoutée de remplir ce champ, on lui met en libellé, plutôt qu'un astérix, on lui met optionnel. C'est-à-dire qu'on pense à l'inverse, plutôt que de mettre des astérix partout, pour dire que c'est obligatoire, et ne pas mettre d'astérix pour ceux qui sont optionnels, ce qui revient généralement à mettre plein d'astérix partout, ce qui est assez indigeste, on fait l'inverse. On considère que tous les champs sont obligatoires, et que les champs qui ne sont pas obligatoires, on met un petit libellé facultatif. Et généralement, les utilisateurs, s'ils voient un libellé facultatif et qu'on lui explique pourquoi ce champ est utile pour eux, ils vont être beaucoup plus enclins à le remplir. Utiliser des champs natifs pour les formulaires, exemple champ numérique ou un code postal, pour éviter justement d'avoir des différences sur mobile et que ça s'affiche mal. Donc on va utiliser carrément le clavier du téléphone pour ce genre de choses-là. Et utiliser, bien sûr, configurer le bon clavier. Par exemple, si on doit remplir une adresse mail, veiller à ce qu'on ait bien tous les éléments avec, par exemple, le arrobase de configurer dans le clavier. Et utiliser des SMS pour les confirmations. Conseil numéro 5. Bonne pratique UX pour ces contenus web. Pensez à l'adaptation du site sur tout type de support. Réfléchir à comment optimiser la vitesse de chargement. Pensez à accessibilité, utiliser des images et des graphiques, donc pas que des gros blocs de texte, sachant que si vous ne faites que des grands pavés de texte, des grands blocs de texte sur la page, généralement uniquement 20% du contenu va être lu par vos utilisateurs. Aligner les textes à gauche, contenu clair et simple. Pensez au contraste et à la taille de la police pour faciliter la lisibilité. La taille de la police est vraiment un élément clé. En général, on considère que 16 pixels est un bon point de départ pour le corps du texte sur PC et mobile, sur desktop et mobile. Proposer de la recherche par mots-clés, choisir une iconographie pertinente et intuitive. Être vigilant sur la gestion des erreurs. En effet, elle mérite 2 fois plus de réflexion que la gestion du contenu. Donc vous remarquez que si vous ne vous occupez pas de vos gestions d'erreurs à l'avance, généralement, ça provoque beaucoup de problèmes au moment de l'utilisation. Et il n'y a rien de pire que pas de message d'erreur
un écran qui est je suis sur mon tunnel d'achat, j'achète, je rentre tous les éléments, je fais suivant et je retourne à la page d'accueil sans message d'erreur ou confirmation. Ça, je l'ai déjà vécu pour de la réservation d'un camion de location notamment. J'avais fait tout mon processus d'achat et à la fin, le site me renvoie à la page d'accueil sans message d'erreur et sans confirmation d'achat. Donc là, on génère quelque chose qui est pas terrible comme émotion et on n'a pas très envie de recommencer à commander chez ce fournisseur. Conseil numéro 6, afficher rapidement l'interface. Donc en effet, les utilisateurs n'aiment pas attendre. Vous êtes tous des utilisateurs et je pense que vous êtes tous pareils. Enfin, en tout cas, pas pour ça. 8% des visiteurs d'un site abandonneront leur navigation si une page met entre 1 et 2 secondes à s'afficher. Ce taux atteint 43% si le temps de chargement dépasse les 4 secondes. Et vous verrez, je vous assure qu'il y a énormément de sites aujourd'hui encore en 2020 qui sont très très lents et très mal faits sur mobile. Tout cela est particulièrement significatif sur les supports mobiles, effectivement. Donc vous comprenez bien qu'en plus, si la personne est à un endroit où le réseau n'est pas top, si votre site déjà est lent en temps normal, il va être encore plus lent et ça va être juste insupportable. Donc ça, c'est vraiment un élément clé pour le succès de votre site ou de votre application. Conseil numéro 7. Pensez accessibilité. Donc bien sûr, accessibilité, on pense accessibilité, donc le fait de pouvoir utiliser, mais aussi le fait pour les personnes présentant une déficience, que ce soit moteur, mentale. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir des personnes qui ont de l'arthrose, par exemple, ou des personnes âgées, des personnes qui ne voient pas bien, qui ont des problèmes de vue, des personnes qui sont daltoniens, qui ne vont pas percevoir les couleurs donc, comme nous. Donc on va avoir toutes ces gestions-là à prendre en compte. C'est pour ça qu'il faut avoir un descriptif textuel pour chaque image. Donc, dans le cas où on va utiliser un lecteur d'écran, on va utiliser les balises, le lecteur d'écran va utiliser les balises sur le site et il va lire la petite balise textuelle et pouvoir dire à l'utilisateur qui ne voit pas bien l'écran, pas du tout, dans les haut-parleurs, avoir le descriptif et pouvoir lire la page. Sous-titrer les vidéos, permettre la navigation complète au clavier ou à la voix. Encore une fois, pareil, ne pas forcer l'utilisation de la souris. D'autant plus que, je vais aller sur un point assez important, c'est que le fait de faire penser accessibilité, de penser pour ces personnes-là, pour cette population-là, c'est pas handicapant, si vous le pensez dès le début, parce qu'il y a ce que l'on appelle le design inclusif, l'inclusive design, qui va dire on prend en compte cette population-là, et en fait, ça va aider en plus les autres personnes. Je prends un exemple. Si vous allez un établissement qui présente des toilettes pour handicapés, vous, en l'état, si vous allez dans une toilette handicapée, ça ne va pas vous embêter, parce que c'est grand, c'est spacieux, c'est bien agencé. L'inverse, par contre, une personne handicapée qui va dans un endroit où il n'y a pas de toilette handicapée, c'est très embêtant. Donc l'idée de l'inclusive design, c'est de se dire, si je fais que des toilettes handicapées, par exemple, en fait, je dis que tous mes toilettes, par défaut, ils sont tous handicapés, j'en ai plusieurs, et ils sont accès à tout le monde. Ça ne dérangera personne, en fait. Au contraire, ça va arranger les personnes qui sont handicapées, mais ça ne dérangera pas non plus les personnes qui ne sont pas handicapées. Donc, c'est ce qu'on appelle, donc c'est un exemple, hein, c'est bien entendu. Ça ne veut pas dire que si on n'a pas l'accès, bien sûr, il faut utiliser systématiquement les toilettes handicapées, c'est l'exemple que je prends ici. Mais tout ça pour dire que ce site, s'il est prévu pour des personnes qui ont des problèmes d'accès moteur, des personnes qui sont une cible âgée, qui va avoir des problèmes de vue, par exemple, si le site est adapté pour ces personnes-là, il va rendre service à plein d'autres personnes. Autre exemple, j'ai un grand écran, et je veux pouvoir profiter justement, plutôt que d'avoir un texte tout centré au centre, je sais pas, je lis un article, je veux pouvoir profiter de toute la taille de mon écran pour pouvoir lire. Donc, par exemple, je vais utiliser CTRL-molette ou CTRL+ pour afficher le contenu sur tout mon écran. À ce moment-là,
je serais bien content que justement que le site ait été conçu pour les personnes ayant une déficience, parce que je vais pouvoir moi aussi en profiter, parce que je vais pouvoir utiliser cette notion de zoom, et le site va, lui, se gérer parfaitement par rapport à cela. Avoir des instructions d'utilisation claires, concises et précises, donc pour guider l'utilisateur. Ne pas s'attendre à une orthographe parfaite dans les champs de recherche. Penser à proposer de l'autocorrection ou des suggestions. Ça, c'est très utile, notamment pour de la dyslexie. Euh, donc la personne, sachant pertinemment que la personne n'arrivera pas à écrire le mot parfaitement, ou en tout cas avec beaucoup d'efforts, on lui propose directement une autocorrection ou une suggestion. Utiliser des bons contrastes de couleurs. Donc là, évidemment, on ne va pas mettre du blanc sur une couleur, sur un fond, donc une police de caractère en blanc sur un fond très pâle, avec une petite typo, ça va très mal ressortir. Donc on va plutôt faire attention. Donc il y a plein d'outils qui permettent de faire ça, des plugins sous vos navigateurs préférés, qui permettent de valider ces parties-là. Et donc ça, c'est super important. Et pour les personnes justement qui ont des problèmes de vue, ça va beaucoup aider. Donc il faut utiliser des bonnes tailles de typographie, des bons contrastes. Faire attention aussi à tout ce qui est flash stroboscopique aussi. Arriver sur un site avec une grosse vidéo stroboscopique, ça peut être ça peut déclencher des crises d'épilepsie, il faut le savoir. Certaines couleurs aussi très flashy peuvent déclencher des crises d'épilepsie. Donc, je vous laisse imaginer la relation avec la marque si des personnes ont une crise d'épilepsie en se rendant sur votre site. C'est des choses qui peuvent paraître anodines, mais qui ont quand même leur importance. Donc, vous voyez encore une fois, penser accessibilité, c'est quand même très, très important. Réaliser de larges zones d'action cliquables et prévoir une taille de texte lisible. Conseil numéro 8. L'interface doit être comprise rapidement. Le contenu et les possibilités d'interaction doivent parler aux internautes. Donc l'idée, comme on avait vu au tout début avec notre bouteille de ketchup, l'idée c'est de pouvoir savoir à l'avance ce qui va se passer. Donc parler aux internautes, c'est aussi une loi que l'on appelle la loi d'affordance, qui est en fait qu'un objet suggère sa propre utilisation. C'est pourquoi il est primordial de bien connaître son audience ou sa cible, afin de pouvoir adapter l'interface à leurs connaissances, habitudes et niveau de compréhension. Donc moi, je me fie toujours du terme intuitif, parce que le terme intuitif se base toujours par rapport à la culture et au vécu de la personne. Si vous utilisez un interrupteur pour allumer la lumière, si vous n'avez jamais vu d'interrupteur de votre vie, vous n'allez pas savoir comment on allume la lumière. Bien sûr, si vous avez déjà utilisé un interrupteur, vous savez évidemment qu'on va l'utiliser de cette façon-là. On peut d'ailleurs remonter au tout début du web design, du design tout court, où on avait, enfin, design web, où on avait justement la tendance c'était le skeuomorphisme, où on avait justement, par exemple, vous prenez votre calculatrice, on avait la calculatrice sur l'écran qui reproduisait à l'identique la calculatrice avec les effets 3D, le relief sur les touches et tout ça. Aujourd'hui, on n'a plus du tout ça. On a quelque chose où tout le monde sait qu'en fait, comment on utilise une calculatrice sur un PC, donc c'est rentré dans les habitudes. Pareil, on parle toujours de pages web. Donc là, on est hérité encore une fois de l'imprimerie, des pages d'articles. On a retranscrit ça sur le web pour que les utilisateurs puissent comprendre et faire la transition vers l'informatique. Aujourd'hui, on parle plutôt d'écran parce que les pages, en fait, aujourd'hui, on n'est plus sur une lecture de pages, notamment via le scroll. On est vraiment sur une toute autre approche. Et on a vraiment, les usages ont évolué, la technologie a évolué, donc tous les usages ont encore évolué aussi. C'est pour cela qu'il faut vraiment bien connaître l'audience et vraiment adapter et guider l'utilisateur vers l'utilisation de son produit si on propose des choses qui sont un peu nouvelles. Conseil numéro 9. L'interface doit s'adapter rapidement. Une expérience réussie à un instant T ne garantit pas qu'elle le sera également la prochaine fois.
Les besoins attendus des utilisateurs évoluent vite. Il faut donc que les interfaces qu'ils utilisent s'adaptent aussi rapidement. Donc, comme on le voyait tout à l'heure avec le téléphone, un téléphone standard où, comme le disait Steve Jobs, on peut tout faire avec le pouce. Les nouvelles technologies montrent que plus les téléphones ont une tendance à devenir de plus en plus grands, et donc on n'utilise plus du tout, plus forcément le pouce. On va utiliser dans certains cas, mais on va utiliser souvent les deux mains. On a les tablettes, donc là, l'utilisation du pouce est légèrement, pas compromise, mais on l'utilise d'une autre façon. On va avoir aussi les montres connectées, donc on a énormément de supports maintenant qui font qu'il faut vraiment s'adapter à toutes ces évolutions pour que notre marque reste cohérente sur tous ces supports. Il ne faut pas perdre de vue que les tendances évoluent très rapidement en fonction des nouveaux comportements de navigation liés aux évolutions technologiques, ce que l'on vient de voir, de l'apprentissage de la culture digitale, des besoins des utilisateurs. On reste centré, la clé, c'est vraiment toujours les besoins des utilisateurs. Vous pouvez faire la meilleure montre connectée du monde, si les utilisateurs n'en ont pas besoin, ils ne l'utiliseront pas. Conseil numéro 10, tester, tester, tester. Alors, je mentionne ici test utilisateur. Il faudrait même plutôt utiliser test d'utilisabilité, parce que ce n'est pas les utilisateurs qu'on teste, mais bien le produit. On considère que c'est les utilisateurs qui ont raison. Donc, cela permet de connaître les freins à l'utilisation de l'interface, d'identifier les risques d'incompréhension, vérifier l'adéquation entre le service proposé et la réalité des utilisateurs. Donc, si moi, j'ai pensé dans mon coin que, super, on va pouvoir faire comme ça pour passer de telle page à telle page, ou pour afficher telle fonctionnalité, pour moi, ça marche très bien. Effectivement, je l'ai conçu. Pour l'expert métier qui est à côté de moi, bah oui, ça marche très bien, ok, on comprend. Par contre, pour l'utilisateur qui va devoir utiliser le service, qui n'est pas expert métier, qui ne connaît pas ce fonctionnement-là, il n'arrivera pas à l'utiliser. Donc, c'est bien à nous de vérifier que ce que l'on propose fonctionne bien et, dans le cas échéant, de revenir, d'améliorer notre produit et de le refaire tester. Donc, on amorce ainsi des pistes de correction ou d'optimisation et on va, point très important, réduire les coûts de développement en testant au plus tôt, dès le prototype. Donc, l'idée, c'est pas d'attendre d'avoir fait tout le développement, notamment en plus aujourd'hui avec tous les supports qu'il y a. Donc, imaginez, vous devez faire iOS, Android et la partie web. Vous avez 3 développements différents, donc x3 en termes de coûts. Alors que si vous prototypez votre site ou votre application, vous pouvez faire tester ce prototype très vite avec à vos utilisateurs, donc à votre cible, et vérifier que vous êtes bien en adéquation avec le besoin, plutôt que d'investir énormément d'argent et attendre de voir que les utilisateurs ne l'utilisent pas et avoir besoin de faire d'énormes corrections. Vous pouvez très tôt vous rendre compte de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Comme le disait Jacob Nielsen, 85% des problèmes peuvent être résolus en testant le service sur 5 utilisateurs uniquement. Alors bien sûr, ce chiffre n'est pas une loi en soi, elle prend en compte le coût également. Donc aujourd'hui, avec les tests à distance, ce que j'utilise beaucoup aujourd'hui, cela permet de réduire les coûts et aussi le temps passé. Donc on peut aller à plus d'utilisateurs que ça. Mais l'idée, c'est qu'en fait, c'est une courbe logarithmique de mémoire. Et donc, les premiers utilisateurs, on va avoir la majorité des retours. Et jusqu'à 3 utilisateurs, on va avoir la majorité des retours. 4 et 5, on va avoir quelques nouveaux retours, mais on va retrouver principalement les mêmes retours. Et après, en fait, cette courbe va se stabiliser. Donc, plus on va tester avec des utilisateurs, plus on va trouver à chaque fois, on va trouver des nouvelles petites choses, mais ça va être plus aussi signifiant. Donc après, c'est toujours une histoire de temps, de budget et d'objectifs. Après, tester avec un utilisateur, c'est bien aussi. On pourrait dire que ça ne représente pas la cible, mais un avis vaut mieux que 0. Donc après, il y a plusieurs façons de tester. Vous pouvez tester via des gens qui viennent chez vous dans votre salle de réunion, qui font partie de vos clients pour tester le produit. Vous pouvez aller envoyer via les tests en ligne. Vous pouvez effectivement tout simplement aller au café du coin pour tester des applications. Je l'ai testé, ça marche plutôt pas mal. En échange d'un café, leur demander 5 minutes de leur temps pour tester une application. Ce qu'on appelle le guérilla testing, du test à moindre coût. Donc, vous l'aurez compris, le fait de tester, c'est vraiment quelque chose qui est primordial, qui est souvent délaissé. On voit souvent les
les gens ne voient souvent pas l'intérêt jusqu'au moment où ils testent et se rendent compte que oui, il y a plein de choses qui peuvent être évitées très tôt en fait. Et un petit bonus. Avant tout, observez, interrogez vos utilisateurs et testez avec eux. Donc, c'est un conseil qui est plus global, c'est de se dire, observez avant de faire quoi que ce soit, observez. Identifiez bien votre cible et observez. Ensuite, interrogez vos utilisateurs, concevez votre produit et testez-le avec eux. Et là, on recommence, on observe, on interroge, on remodèle et on teste. C'est quelque chose d'assez itératif. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt avec Reboot.